Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition, les titres de votre journal. D'importants économistes étaient en principauté pour assister à une conférence du Centre d'études prospectives pour Monaco, une conférence marquée par la présence du souverain. Nous quitterons un instant la principauté pour nous rendre au Luxembourg où une déclaration d'intention vient d'être signée dans le domaine du numérique. Nous nous rendrons ensuite dans la rue Louis Notary en principauté où a lieu l'un des chantiers anti-bruit. Le Temps Presse, un festival très apprécié des enfants et qui le leur rend bien. Les élèves de CM2 des établissements scolaires de Monaco font partie du jury enfant de ce festival citoyen et engagé. Et puis nous retrouverons notre invitée du week-end, Muriel Agliardi, l'organisatrice du Téléthon à Monaco. Un mot à présent sur cette conférence du Centre d'études prospectives pour Monaco. Elle a eu lieu hier au musée océanographique en présence du prince Albert II et d'économistes de renom. Plus de détails avec Émilie Rousseau. Concurrent Currencies, Curse or Cure, c'était le thème de la 3e édition de la conférence du CEPROM. Le temps d'une journée, économistes, experts dans le domaine et universitaires se sont succédés pour aborder ensemble la monnaie sous toutes ses formes. Les idées qu'on utilise au Liechtenstein, etc., les idées de compétition, de responsabilité personnelle, de liberté économique et liberté personnelle, de le pouvoir aussi exprimer ici. Et là, au moment où je pense la question de monnaie alternative, c'est une grande question. L'hypothèse de l'utilisation de deux devises pour un seul pays, les régimes monétaires et culture économique ont été au cœur des débats, tout comme la crypto-monnaie, cette monnaie virtuelle ou alternative. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi la crypto-monnaie n'est pas seulement une question de valeur, de prix. C'est également une nouvelle mouvance. Selon une dernière note concernant les monnaies compétitives, le secteur privé est capable de fournir une bien meilleure valeur grâce aux monnaies privées au lieu de l'argent bien réel. Ce rendez-vous annuel en principauté a permis à près de 600 étudiants de l'Université internationale de Monaco d'assister à une masterclass 5 étoiles face à de grands experts. Pour nous, c'est très important. C'est toujours la philosophie de l'université, permettre aux étudiants de vivre et de participer au maximum de choses qui se présentent à Monaco. C'est vrai dans l'organisation des événements, c'est vrai avec les entreprises. Et quand il y a comme ça des conférences, des choses intéressantes à entendre, c'est formidable qu'ils puissent bénéficier de tout ce savoir et de toute cette connaissance. Chacun aura pu se faire son avis sur cette monnaie qui bouscule un peu le système établi, car l'intérêt de cette conférence était également d'entamer un dialogue et d'échanger des idées sur cette alternative monétaire qui apporte du changement dans nos modes de consommation. Et direction à présent le Luxembourg où une déclaration d'intention vient d'être signée dans le domaine du numérique. À cette occasion, la visite d'un data center était organisée et qui pourrait héberger très prochainement des données monégasques. Vanessa Dessy, Olivier Bonello. Il est le plus petit membre fondateur de l'Union européenne. Le Grand-Duché du Luxembourg s'étend à plus de 600 000 habitants. Son économie dynamique en fait l'un des pays les plus riches et les plus prospères au monde. Son gouvernement a procédé ces dernières années à des investissements conséquents en matière de recherche et d'innovation. C'est pour cela que la principauté a souhaité mettre en place un partenariat qui s'inscrit dans le cadre des programmes européens de coopération sur l'innovation et la sécurité numérique. Aujourd'hui, le Luxembourg est plutôt bienveillant envers Monaco car on n'est pas en concurrence faciale. Donc là, ils nous expliquent notamment en stratégie de guichet électronique et unique où ils ont plus de 300 téléservices entièrement numérisés. Ils ont tous leurs actes de naissance, casier judiciaire qui sont faits 100% online. Et donc ils viennent et ils nous partagent les 10 ans qu'ils ont eu besoin pour arriver là. C'est un processus itératif, donc il n'y aura jamais un temps fini. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrive assez vite dans les 2 ans qui viennent à avoir l'identité numérique dont on a parlé, à avoir des services, en tout cas les services basiques de l'État qui sont entièrement digitalisés. Je sais pas, on peut parler de 40, 50, 60 téléservices d'ici la fin 2020 avec cette identité numérique.
La principauté et le Grand-Duché du Luxembourg font de la transition numérique une priorité afin d'accompagner la modernisation de leur administration et favoriser l'innovation sur leur territoire. Celui qui veut ignorer l'importance du numérique risque d'avoir une perte de souveraineté d'ici quelques temps. On voit aujourd'hui que le numérique occupe de plus en plus de place. Et si nous, on attend que les autres décident pour nous, un jour, on ne pourra plus décider nous-mêmes. Donc il est très important, je suis très content de cet accord que nous avons pu signer aussi avec la Principauté de Monaco aujourd'hui pour dire que le numérique, apprendre l'un de l'autre, continuer à travailler ensemble, intensifier les relations qui existent et vouloir rester à la pointe. Si on ne le fait pas, les autres le feront pour nous et ça, j'ai pas envie. Ce partenariat permettra au Centre des technologies de l'information luxembourgeois et de la délégation interministérielle pour la transition numérique d'organiser un partage d'expertise sur des thèmes d'avenir. Je suis très fier et très content de pouvoir travailler avec Monaco, encore un autre pays à côté de l'Estonie et des organisations internationales avec qui on travaille, pour mener de l'avant la digitalisation en Europe et de tous nos citoyens. C'est un partage d'expérience, c'est vraiment ça. Et nous aussi, on peut apprendre sur différentes façons comment les problèmes sont résolus dans d'autres pays. C'est très agréable et ensemble, on peut bâtir quelque chose de nouveau. Le pays a su également s'imposer au sein du secteur de la gestion et de la conservation des données, un marché en plein développement. Ce data center luxembourgeois est une référence en Europe. Il hébergera très prochainement des dossiers issus de l'administration de Monaco. Intitulé e-ambassade, les lois monégasques seront de ce fait appliquées sur site, un site sous haute protection qui pourrait ainsi garantir la pérennité des données. Il fait une taille brute de 22 000 m². Salle serveur, ça fait à peu près 4 800 m² pour du Tier 4. Tier 4, ça veut dire que c'est le niveau le plus élevé pour la disponibilité d'un data center. En fait, les équipements techniques sont tous en double. Si on perd un côté, il y a l'autre qui reprend toute la charge. En normal, les deux côtés tournent à moitié charge. Les synergies et interactions dynamiques résultant des nouvelles technologies de l'information et de la communication créent aujourd'hui de nouveaux enjeux pour la principauté. Vendredi matin, des arrêtés ministériels sont parus au journal officiel. Ils concernent notamment plusieurs mesures anti-bruit sur les chantiers en cours ou à venir en principauté. Sandrine Nègre et Serge Prémont sont partis sur 3 d'entre eux. Premier exemple aujourd'hui à la rue Louis-Notary. Ils viennent d'être publiés et ont pour objectif d'optimiser la qualité de vie sur le sol monégasque. 2 arrêtés ministériels renforcent l'encadrement des horaires, plus de travaux par exemple le samedi, et permettent la création d'un dispositif sur les bruits. Des techniques et des matériaux sont ainsi utilisés pour assurer une réduction des nuisances. C'est un travail qui a été fait donc, de concertation avec tous les professionnels du secteur, puisqu'on a travaillé depuis quelques mois, notamment avec le syndicat des promoteurs immobiliers, la chambre patronale, l'ordre des architectes. Et on a essayé de réfléchir tous ensemble, savoir d'une manière très concrète qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre comme mesure pour réduire le bruit. Elles sont multiples, elles sont variées, elles font preuve de bon sens, de bonne pratique des usages. Et parmi les exemples que l'on peut citer, celui en cours, rue Louis-Notary, avec des dispositifs bien précis qui ont vu le jour bien avant la parution des arrêtés. Là, nous sommes devant un chantier de voirie réseau divers qui concerne la création d'une boucle d'échange thermique sur eau de mer pour alimenter les divers bâtiments publics et privés dans le cadre de la transition énergétique. L'essai qu'on vient de vous faire en direct, c'est pour vous montrer l'efficacité des panneaux acoustiques qui sont mis, comme vous le voyez, tout autour des opérations de voirie réseau divers. On gagne sur ce type de panneau de l'ordre de 10 à 15 dB, comme vous avez pu le voir. Et vous aviez d'ailleurs un appareil, un sonomètre. Un sonomètre tout à fait, qui mesure le niveau acoustique en dBA. Donc ce type de panneau est valable pour les hautes fréquences, avec pour par exemple la scie qu'on a vue tout à l'heure, mais aussi pour le marteau-piqueur, etc. Dans tout changement, il y a une petite zone
d'inconfort au début, mais on gagne beaucoup de confort parce que quand on fait ces réductions, on ne les fait pas pour se faire plaisir, mais on le fait aussi pour le bien-être de la population. Et donc si on a l'impression de perdre un petit peu de temps, mais on gagne beaucoup de confort pour le bien-être de la population par la suite. Tous les chantiers qui ne respectent pas ces mesures, d'abord ne seront pas autorisés à travailler en principauté de Monaco. C'est pour ça que cet arrêté encadre aussi bien le secteur public que le secteur privé. Sachez que pour mesurer concrètement ce qui est entrepris, nous vous proposerons 2 autres coups de projecteur du côté du Portier et de l'avenue d'Ostende, cette fois-ci à découvrir dans nos prochaines éditions. Il y a quelques jours de cela, près de 300 enfants étaient confortablement installés dans les fauteuils du Théâtre des Variétés pour visionner 4 courts-métrages concernant le développement durable. Une mission prise très au sérieux par les petits écoliers, jury du festival Le Temps Presse. Les explications. Soutenu par la coopération internationale de Monaco, ce festival traite des objectifs du millénaire pour le développement et permet de sensibiliser la jeunesse et interpelle les enfants sur ces grands enjeux mondiaux comme la préservation de l'environnement ou encore la lutte contre la pauvreté et les inégalités. 15 classes de CM2 des établissements scolaires de Monaco ont donc apporté leur participation au festival Le Temps Presse. Après que les défis urgents de la planète que doivent relever les États membres de l'ONU d'ici 2030 aient été présentés aux petits écoliers en classe, Marc Auberon, le fondateur du festival Le Temps Presse, a choisi aujourd'hui de leur donner la parole en les faisant élire avec leur âme d'enfant le film qui les a le plus touchés parmi les 4 courts-métrages qui leur ont été présentés. On a 3 films d'animation et un film de fiction qui est Debout Kinshasa. Donc je pense que déjà les enfants ont eu plus de facilité à aller vers ce film-là. Et puis je pense qu'effectivement l'univers dans lequel cet enfant se retrouve avec sa volonté, son énergie et son invention pour avoir accès à l'école, certainement à toucher les enfants. Parce qu'encore une fois, nous, ce qui marche le plus, c'est l'émotion dans le festival. Et puis là, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est le film, en tout cas ici, qui a plu le plus. Ce petit garçon, pour aller à l'école, il devait faire des petits travaux, il devait être avec ses copains, il voulait faire sortir son père de prison, alors que nous, aller à l'école, c'est pas forcément ce qu'on a envie tous les matins. Lui, pour aller à l'école, c'est un peu un combat, parce qu'il arrive, il a les chaussures un peu sales. Le monsieur à l'entrée, il lui dit non, alors que ça, c'est pas possible. Tous les enfants, ils doivent aller à l'école. On a tous les droits d'aller à l'école. Et ça, c'est pas normal. Oui, voilà, c'est vraiment pas normal, alors que nous, on a des chaussures quand on veut, enfin pas quand on veut, mais on en a, elles sont propres, on peut aller à l'école en bus, en voiture. C'est pas facile pour eux. Moi, j'ai bien aimé, ils étaient tous très intéressants. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants, mais qu'ils montraient chacun un message différent. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, quels sont les messages que vous avez retenus ? Pour le premier, moi, j'ai compris que c'est pas parce que des gens sont différents qu'ils n'ont pas le droit de se voir ou d'être meilleurs amis ou d'être amis. Et dans le deuxième, le message que j'ai compris, c'était que si on gaspille à manger, et nous, on ne se rend pas forcément compte ce que ça fait parce qu'on mange à notre faim et tout. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance et voilà. Ce qu'on veut, c'est vraiment leur donner la parole et mettre des adultes dans la salle pour qu'ils puissent de manière lever la main et que les enfants leur donnent la parole. À un moment donné, il y a un enfant, enfin, je crois qu'il y a une jeune fille qui a fait une remarque très juste en se demandant pourquoi les enfants effectivement ont cette facilité d'être attentifs avec tout le monde et pourquoi les adultes créent une vraie différence et avec ce sentiment de se dire que les enfants sont peut-être plus adultes que les adultes. Et ça, je pense qu'on a envie de leur montrer qu'on leur fait confiance et qu'on a envie effectivement de leur donner la parole. 7 pays au total, soit plus de 2000 enfants à travers le monde participent à ce festival. Le prix des enfants, un prix plein de fraîcheur et d'innocence et qui revêt autant d'importance que les 3 autres prix qui seront remis lors de la cérémonie des remises de prix du festival qui se déroulera en début d'année à Paris.
Comme chaque année, a lieu en Principauté la traditionnelle vente aux enchères de sapins au profit d'Action Innocence, une vente qui se déroulera à l'Hôtel de Paris le mercredi 12 décembre en présence du souverain. Frédéric Hélion a rencontré les responsables de l'association, dont la présidente. Ce sera la 14e édition. Et je pense que les choses se passeront plus ou moins comme d'habitude, c'est-à-dire dans une bonne ambiance. Et c'est toujours un petit peu bon enfant, un petit peu fouillis quelquefois, je dois dire, mais je crois que c'est sympathique. Et bon, le prince, son Altesse Sérénissime, le prince viendra, je pense, comme chaque année. Et il nous fait l'honneur de soutenir Action Innocence. Et je crois que Action Innocence, donc, qui a été l'association créée par Madame Vertemer et dont j'ai pris la présidence à Monaco il y a 15 ans, donc est quand même, je crois, de plus en plus d'actualité parce que nous intervenons dans les écoles avec les psychologues et nous sommes un petit peu, si vous voulez, à l'écoute des enfants qui, malheureusement, de nos jours, avant, étaient plus protégés par les familles, partout, et maintenant sont en première ligne, comment dirais-je, et ont souvent mis face à des situations qui sont difficiles pour eux. Donc nous essayons de prévenir ces situations. Pour nous, c'est un élément qui est absolument fondamental puisque la vente de sapins de Noël représente à peu près 80% de notre budget de fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est un événement qui nous tient à cœur et sans cet événement, nous ne pourrions pas exister. Nous avons cette année 35 maisons prestigieuses ou entreprises monégasques qui nous font de nouveau le plaisir de créer un magnifique sapin qu'on appelle les sapins d'Action Innocence. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y a des sapins gourmands, des sapins qui sont en chocolat, il y a des sapins qui sont liés à des invitations dans des hôtels de la Principauté, il y a des sapins avec des petits bijoux comme cadeaux, des sapins avec des objets de décoration, enfin il y en a pour tous les goûts. Cet argent est récolté pour toutes nos actions au sein des écoles de la Principauté et des environs. On voit à peu près 2500 enfants en prévention avec nos psychologues. Depuis la création d'Action Innocence, on a vu à peu près 80 000 enfants. On invite tout le monde à venir à 18h30 le 12, donc mercredi prochain, dans le lobby de l'Hôtel de Paris. Il y a un petit chant de Noël avec des enfants de l'École internationale de Monaco. Et donc un cocktail et tout le monde est invité. C'est gratuit et on compte sur les fidèles qui y tiennent d'ailleurs. Dans le reste de l'actualité en Principauté. La braderie des commerçants de Monaco est organisée jusqu'à dimanche. Vous pourrez donc faire le plein de bonnes affaires. La braderie a changé de date cette année. Cette 22e édition est ainsi organisée au mois de décembre. Une belle occasion d'aider le Père Noël à remplir sa hotte. Organisée par l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Ce rendez-vous vous invite à profiter de promotions, de ventes flash et de nombreuses grandes marques à prix cassé. Et voilà, monsieur, ça c'est 5 € les grands, 2 € les petits. Je suis à présent avec notre invitée du week-end, Muriel Gliardi, l'organisatrice du Téléthon. Bonjour Muriel. Bonjour Christina. À quelques heures du Téléthon, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts, après beaucoup de travail de chacun de nos organisateurs pour arriver à réaliser ces magnifiques objets et toutes les manifestations qui vont avoir lieu durant ces 3 jours. Nous finalisons nos petites installations et à partir de 14 h s'ouvrira le 32e édition du Téléthon à Monaco. Alors un événement important chaque année. Comment s'organise un tel événement? C'est un travail de toute l'année et ça il faut le dire parce qu'on a l'impression que le Téléthon se monte à 3 jours où tout notre bureau de l'association d'organisation du Téléthon commence à préparer l'événement à la fois en prenant en contact avec les organisateurs, les sponsors, créant différentes manifestations au cours de l'année, le Téléthon Merci pour remercier les organisateurs, le lancement du Téléthon pour les mobiliser et finaliser finalement ce village. Alors là, il y a tout un côté technique extrêmement complexe que nous commençons à maîtriser, mais qui nous fait vraiment très peur chaque année. Mais soyez rassurés, la commission technique est passée, tout va bien. Alors de nombreuses personnes se mobilisent chaque année, les enfants, les écoles, mais également de nombreux bénévoles. Combien de bénévoles pour cette Nous avons édition? près de 200 bénévoles sur le village. Nous avons des points Téléthon à Carrefour
et dans certaines associations qui font sur site. Donc on les remercie, mais malheureusement ça ne suffit pas. Donc si vous voulez rejoindre une de nos équipes, ça serait vraiment très utile. Alors plein d'objets, plein de petits cadeaux à offrir chaque année, des événements, des manifestations. Quelles sont les nouveautés ? Alors les nouveautés, de toute façon là vous êtes dans le stand de la goutte d'eau, vous voyez que ces dames se mettent en cadre chaque année pour vous proposer de nouvelles réalisations que vous avez autour de vous. Nous avons un stand un petit peu plus loin avec des objets faits à partir de matériaux recyclés. Sinon vous retrouverez toujours la traditionnelle échelle des pompiers où il faut aller mettre le ballon le plus haut possible. Les tours en Ferrari. Ah oui, une autre nouveauté cette année, les Harley-Davidson vous proposent des tours mais vous proposent aussi de vous retrouver devant la route 66 et de faire une magnifique photo au volant d'une Harley avec derrière le décor de la route 66. Sinon, vous retrouverez toujours la braderie de l'association des parents d'élèves. Une autre nouveauté, les scouts. Nous avons commencé à réaliser l'année dernière la forêt magique. Cette année, nous nettoyons la forêt avec des jeux pour enfants dans la tente où ils apprennent le recyclage. Ils peuvent acheter un petit arbre et nous avons organisé derrière une opération de reboisement à Lucéram où tous les enfants qui auront acheté un arbre pendant les 3 jours du Téléthon pourront participer et venir le planter sur site. Alors n'oublions pas tout ceci au profit du Téléthon pour la recherche. Où en est-on aujourd'hui au niveau de la recherche ? Alors je vais vous faire ça parce que nous arrivons au V de la victoire. Après les 3 V du Téléthon, c'est vaincre, c'est la vie et nous arrivons aux victoires puisque cette année, les premières thérapies géniques qui ont été mises au point par le personnel de la FM Téléthon, les chercheurs de la FM Téléthon, commencent à être appliquées. Mélissa, une jeune fille de 23 ans atteinte d'une maladie du foie, a pu être traitée et pour l'instant, elle va bien. Des enfants qui étaient condamnés à mourir vivent, des enfants qui étaient condamnés à rester sur une chaise peuvent tenir debout. Donc tous les espoirs sont permis, la thérapie génique est en cours et il nous faut bien sûr continuer la collecte pour pouvoir la faire aboutir. Alors on ne le dit jamais assez, la mobilisation est essentielle. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent ? En remerciement à tous ces 200 bénévoles qui se sont mobilisés sur le terrain, je vous demande à tous de venir au village. Nous sommes ouverts à partir de cet après-midi 16h jusqu'à dimanche soir 20h et participent et dépensent un petit peu d'argent qui ira vers la recherche pour justement que ces thérapies géniques continuent et qu'on puisse enfin aboutir. Merci Muriel Aguilardi pour cet entretien. Et puis nous allons voir avec la météo si ce week-end le temps sera avec nous. Voilà, je vous remercie pour la météo et je voudrais profiter d'un dernier instant pour remercier tous les gens qui nous aident, puisque beaucoup nous aident. Certains ne sont pas sur le terrain, mais des associations, des fédérations, beaucoup de gens autour de nous viennent, participent de manière indirecte aussi au Téléthon. Donc je remercie tous ceux qui nous aident à réaliser cet événement qui est vraiment quelque chose d'un petit miracle. Voilà, merci beaucoup. La météo. Samedi, plein soleil et des températures comprises de 9 à 14 degrés. Ce ciel totalement dégagé est une bonne nouvelle pour les villages du Téléthon et les villages de Noël sur le port Hercule. Dimanche, le soleil sera également présent, mais il faudra compter sur la présence de nombreux nuages, notamment au cours de l'après-midi. Lundi, retour du plein soleil, un ciel bleu et dégagé avec des températures en légère augmentation de 10 à 16 degrés. Mardi, un soleil éclatant également et des températures légèrement en baisse, cette fois-ci de 8 à 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très vite.